Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous parlons justement de gestion thématique ce soir avec les équipes de J.O. Hembro et l'un des gérants de J.O. Hembro, Bertrand Lecourt, qui est à mes côtés en plateau. Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi les thématiques que vous supervisez. Celle de l'eau et des déchets, on pourra en parler. C'est une thématique qui vient d'ailleurs de boucler ces 3 premières années de track record, comme on dit dans l'industrie. À travers, c'est intéressant, à travers ces 3 ans de track sur la thématique et la stratégie eau et déchets, quels sont un peu les enseignements que vous retirez, le retour d'expérience, du comportement de la stratégie dans l'environnement de marché actuel? Qu'est-ce qui caractérise pour vous l'environnement de marché des derniers mois, derniers trimestres? Et comment est-ce que vous observez et constatez le comportement de la stratégie dans cet environnement de marché, Bertrand? Alors c'est intéressant parce que la thématique de l'eau et des déchets, c'est quand même une thématique d'économie réelle. Et ce qu'on a vu depuis les 2-3 dernières années, il y a eu beaucoup de rotation. Donc en fait, c'est intéressant pour mesurer en fait la sortie de l'histoire Covid. Pendant l'histoire Covid, tout le monde a un peu gagné à chacun à son tour. On a eu la tech qui a gagné, la consommation qui a gagné, la pharma qui a gagné. Après, il y a eu des conflits, l'armement a gagné. Et puis tout ça, ça coûtait beaucoup d'argent. Donc il y a un flux inflationniste. Et avec des effets de stockage, de déstockage, et avec les effets taux d'intérêt qui viennent derrière. Donc on arrive un petit peu en fin de queue de cet effet Covid qui se stabilise. Et quand on retire un peu la partie tech, si on prend un S&P 500 des couilles pondérées, eh bien, on a une vision assez différente de l'économie réelle. Et donc, l'eau et les déchets, en fait, se sont très bien comportés parce que c'est un biais inflation en passe-through. Donc, l'augmentation des prix par l'inflation fait qu'on a pu faire un bon pricing. Les investissements ont été faits. Les entreprises étaient plutôt sécurisées parce qu'on a pu toujours quand même opérer. C'est un service qui est très, très stable. Et on arrive maintenant dans une situation, sur cette année, on a eu la rotation tech à nouveau. Donc, il ne faut pas oublier qu'en 2022, il y avait une souffrance, on a récupéré, mais nous, on a continué sur ces 3 ans, on a fait à peu près 22% de retour, on a le même petit risque-retour que de la tech, donc en ayant des allocations sectorielles complètement différentes. Bien sûr. Et c'est ce qu'on a vu cet été. Oui, depuis cet été, on a l'impression à nouveau d'un changement de régime de marché. On sent qu'il y a peut-être une rotation, peut-être un changement qui peut s'opérer. On voit, il y a plusieurs catalystes qui vont arriver. Donc, ce qu'on a vu sur le marché, on a vu que c'est vrai que les taux d'intérêt ont poussé pas mal de flux sur les produits de taux et les produits de cash. Il y a eu des sorties un petit peu sur les trucs passifs, sur les US ou la tech. Mais il ne faut pas oublier que ça peut tourner rapidement. On l'a vu cet été d'ailleurs, quand il y a eu un petit peu de tassement sur la tech. Nous, on a très très bien comporté. Parce qu'on a un effet complètement décorrélé par rapport à ça. Donc, dans un portefeuille, on arrive à avoir la stabilité. Et aussi, on va se dire qu'est-ce qu'on achète. On est au mois de septembre, qu'est-ce qu'on va acheter l'année prochaine. Donc, il y a plusieurs choses qui vont arriver. Forcément, il y a l'histoire sur les taux. Les inflations tombent, ça va être peut-être une façon de donner un peu de catalyse sur certaines actions qui ont été un petit peu survendues. Il y a aussi les effets élections qui ont peut-être calmé un petit peu le jeu sur la géopolitique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même des gros flux en géopolitique. Il y a eu les US qui ont bien tenu, l'Inde qui a tenu, il y avait tout sauf la Chine. Il y a eu le Japon qui s'est corrigé. Et donc, on voit que sur l'année prochaine, on peut peut-être anticiper un tassement des prix. Donc, les prix vont se stabiliser, les volumes vont se stabiliser parce que les consommateurs vont souffrir, parce qu'il y a plein de choses qui vont aussi, il faut payer les factures. Donc, quelles sont les entreprises ou les industries qui vont être moins exposées à ce genre de tassement? Donc, notre thème, il est plutôt stabilisé. Et puis aussi, on a les histoires de taux d'intérêt, les santé bilancielle de ces entreprises, dont notre thème est aussi très bon. Et puis la géopolitique aussi, qui va peut-être aussi permettre de calmer les choses, soit les relations Chine-Europe, Chine-États-Unis, peut-être la partie Ukraine, russe. Et quand on a un univers un petit peu plus stabilisé, eh bien, un petit peu plus d'échanges, et il y a peut-être des retours à la moyenne. C'est pour l'économie réelle, pour les thèmes de l'économie réelle, comme vous dites, Bertrand. Comment, alors je ne sais pas si c'est mesurable, mais est-ce que le marché, est-ce que les allocations sont encore très tilté, sectoriel, tech, il y a eu un peu de retour, effectivement, depuis cet été. On voit des indices équipondérés qui surperforment, les 7 magnifiques un peu moins en grâce, etc. Est-ce que c'est juste le début ? Est-ce que la rotation a encore du potentiel de ce point de vue-là ? Je regarde des enquêtes auprès des gérants, comme tout le monde. Je vois que le trade tech US, alors, est un peu moins surpeuplé qu'il y a quelques mois, mais ça reste de loin le trade encore dominant pour beaucoup d'investisseurs. C'est très dominant parce que si, comme on dit en anglais, the trend is your friend, hein, la tendance c'est votre ami. Il y a aussi les ETF qui marchent, c'est des grosses caps, c'est liquide.
et on ne va pas sortir tant que ça casse. Donc c'est clair qu'il y a encore une tendance de fond, mais il faut un catalyse pour bouger ça. Donc c'est soit les taux, soit une stabilisation géopolitique, soit un petit choc qui nous permet d'avoir quelque chose d'intéressant, ou des indicateurs sur la Chine, ou des choses comme ça qui nous poussent. Mais derrière tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, au niveau macroéconomique global, une tendance qui est une sorte de monopolisation de certaines industries qui sont sous le joug américain. Donc quand on compare big cap, small cap, en fait c'est surtout des monopoles tech qu'on laisse régler, se développer sous la partie européenne, etc. Donc cette tendance-là ne va pas partir. Est-ce que la tech va devenir un peu plus normalisée ? C'est plus difficile de faire 2 fois ou 3 fois son retour, comme on l'a fait récemment, que de trouver des caps un peu plus petites qui, dans un environnement économique plutôt bon, peuvent vous donner ces 2 fois 3. Donc j'entendais un peu ce que vous disiez sur les small caps. Il y a un moment où il faut avoir observé ce qui se passe. Ouais. J'ai 2 questions spécifiques sur la thématique eau et déchets. Est-ce que c'est une thématique exposée particulièrement au risque politique ? Et quand je dis risque politique, c'est ce qui va avec, le risque fiscal, le risque budgétaire. On voit qu'un peu partout dans le monde, le sujet est sur la table. La manière d'équilibrer les finances publiques est une équation compliquée dans beaucoup d'endroits dans le monde, et qu'il y a évidemment une tentation très forte de passer par de la fiscalité d'entreprise, etc. Donc, est-ce que cette thématique est particulièrement sensible à ça aujourd'hui ou pas, Bertrand ? On n'est pas trop exposé au risque politique. Très peu aussi au risque régulatoire. Dans l'univers d'investissement de l'eau et des déchets, qui fait près de 2,5 trilliards de market cap, il n'y a que 8% qui est lié à des utilities. Donc 90%, c'est des biens d'équipement, des entreprises qui ont une très bonne balance sheet pour faire des tuyaux, des valves, des choses comme ça. Et donc il n'y a pas vraiment de risque majeur. Par contre, c'est vrai que ça va être une thématique de l'année prochaine. On voit que tous les États sont liés à un problème de dette. Donc on les règle soit par moins de dépenses ou plus de taxes. Donc il y aura un effet macro qu'on n'a pas encore vraiment bien pratiqué dans le marché. Donc on parle des taux d'intérêt, on parle de l'inflation, mais l'histoire elle est peut-être à côté. Donc comment on se protège sur un élément comme ça ? On va prendre des industries qui ne sont pas trop exposées à ce genre de choses. Dans l'eau et les déchets, il n'y a pas un prix d'eau et des déchets, il y en a des milliers. En France, il y a peut-être 25 000 concessions, il y a des prix, autant de prix. Et puis c'est vraiment lié par contrat, il y a des plans d'indexation. Donc même s'il y a aussi des ralentissements sur les dépenses d'État, ça ne sera pas forcément sur ce type d'actifs. Il y a eu un sous-investissement d'infrastructures dans l'eau et les déchets qui était majeur depuis 20 ans. On s'attend à voir les capitaux employés dans l'eau sur les 10 prochaines années qui va faire x3. Donc presque du 11% par an. Donc c'est dans tout l'investissement en infrastructure, personne n'est égal. Donc on a vraiment un très très fort flux d'investissement dans tout le thème, avec des entreprises qui sont en bonne santé. Pareil pour les déchets, avec des prix différents et très localisés. Donc on n'a pas ces problèmes politiques. On n'a pas les problèmes de régulation non plus. Il y a quelques fois sur certaines petites valeurs qui ont des situations de monopole, une phase de réalignement de régulation pour être sûr qu'ils ne vont pas surpresser leur service, mais sinon c'est très stable. Donc quand ces entreprises peuvent investir, dans ce cas-là, toute la chaîne de valeur derrière en profite. Voilà. Bien sûr. L'autre question, c'était le thème de l'eau et des déchets par rapport à la thématique ESG en général, alors qui est souvent associée aux stratégies climat, mais pas uniquement. Sachant la déception quand même des performances des stratégies climat, transition énergétique, etc. depuis quelques temps maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire justement de la thématique eau et déchets par rapport à cet état de fait, en tout cas, qui dure depuis une paire d'années peut-être aujourd'hui alors l'eau et les déchets, c'est intéressant parce que c'est vraiment une thématique qui dure depuis 100 ans, 150 ans. Quand on regarde Veolia et Suez, qui étaient les premiers à outsourcer ce qu'on a fait sous Napoléon au début des années 90, quand les grands contrats internationaux étaient là, on est toujours dans cette phase. Donc on n'est pas très gadget, on n'est pas très cyclique. Il y a des méga cycles avec des trucs comme ça, mais c'est pas très difficile à interpréter. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'influence sur les thématiques ESG. On a beaucoup rassemblé tout sur le carbone, donc sur les alignements, sur les investissements qui sont quelquefois très subsidisés, subventionnés, super bon français. Et donc c'est vrai qu'on tire le tapis, il y a des accidents. Les valorisations étaient très élevées. Il y avait beaucoup de concentration sur le même type d'actifs. Il y a des investissements qui sont ralentis dans le segment. Donc, nous, on passe à travers ça. Les cycles de CAPEX sont très, très longs. Ce n'est pas des coûts à court terme. C'est pas les mêmes drivers, ce n'est pas les mêmes chocs du tout que ce qu'a connu la thématique verte en général. C'est pour ça qu'on est très stabilisé. Nous, sur les 3 outputs d'une économie qui sont le gaz, l'eau et les déchets, et on est sur l'eau et les déchets, c'est très stable. On a un univers qu'on peut très bien diversifier dans 40 valeurs qui ont une corrélation presque de 0. Alors que sur certains stocks, je dirais, plus climatiques, c'était très, très, très corrélé. Bien sûr. Donc, on arrive à avoir un portefeuille qui se comporte bien.
Donc c'est intéressant pour nous, dans un univers macro un peu mouvant, de bien se positionner. Donc le thème, c'est celui de derrière l'eau et les déchets, dans un monde qui se normalise, dans des économies qui se normalisent, c'est une bonne stratégie diversifiante, décorrélante. C'est diversifiant parce qu'on a vu qu'on avait quand même, si vous prenez un MSCI World, un S&P 500 et un euro, c'est très consumer, stock, pharma, banque, etc. Nous n'avons pas ça. Donc c'est vraiment l'opposé. C'est des industriels et des services avec des bonnes balance sheets. Donc c'est vrai que s'il y a de la rotation sectorielle autour des éléments catalystes qui sont les élections, les taux, peut-être les problèmes fiscaux, etc., on va être obligé de chercher quelque chose de différent. Et sur l'effet taille, des choses un peu plus petites, la marque CAPI moyenne, c'est 15 milliards. Donc ça apporte un élément de diversification dans le portefeuille. On sort des indices, un peu. Exactement. Merci beaucoup Bertrand. Bertrand Lecourt avec nous, spécialiste, vous l'avez compris, de la gestion thématique et gérant chez JO Hambro, qui était avec nous l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.